Joe Biden fait son premier déplacement en Europe comme président des États-Unis. Son message est clair, l'Amérique est de retour, il veut marquer la réconciliation entre les États-Unis et les alliés européens et mettre fin aux années Trump qui avaient été des années d'hostilité et d'invective entre les deux côtés de l'Atlantique. Biden ne va pas totalement changer la politique américaine. Il y a des points sur lesquels il est en convergence avec Trump, notamment sur la Chine. La Chine est le rival numéro un des États-Unis. C'est la priorité stratégique des États-Unis. C'était déjà le cas avec Trump, c'est toujours le cas avec Biden. Et là, il y a une approche bipartisane nationale. Les États-Unis sont inquiets, anxieux face à la montée en puissance de la Chine qui a officiellement déclaré qu'elle veut devenir la puissance numéro un et donc détrôner les États-Unis. Le second point commun, c'est l'attitude par rapport aux opérations militaires extérieures. Biden, comme Trump, veut mettre fin aux guerres dans lesquelles les États-Unis sont lancés, qui n'ont que trop duré. Il a décidé du retrait des États-Unis d'Afghanistan, que Trump voulait faire mais il n'a pas été jusqu'au bout. Et donc là, Biden va ce que Obama lui-même n'avait pas pu faire. Le troisième point commun, c'est le protectionnisme économique. Biden, comme Trump, va vouloir protéger les industries américaines et faire en sorte qu'il y ait le plus possible d'emplois qui soient créés aux États-Unis. Mais on peut dire que les différences sont aussi très importantes. La première, c'est la relation au multilatéralisme. Trump était hyper unilatéraliste, c'était vraiment un unitarisme débridé. Alors Biden est beaucoup plus multilatéraliste, il ne le sera pas totalement, je vais y revenir, mais du moins il a une approche plus ouverte par rapport aux institutions internationales. Il ne veut pas démolir le système multilatéral comme Trump voulait le faire. Il ne veut pas démolir les alliances. Il veut au contraire relancer l'Alliance Atlantique, la régénérer. Et donc effectivement, il y aura une volonté affirmée de Biden de recréer des liens avec l'ensemble des pays et avant tout avec les alliés asiatiques et européens auxquels il rend visite. Et c'est là la grande différence, c'est que Trump avait qualifié l'Union européenne d'ennemi. Biden dit « Europe, je vous aime ». Mes amis européens, aussi bien à l'OTAN que près de l'Union européenne, nous avons beaucoup de choses à faire et nous avons beaucoup de points communs. Nous sommes des démocraties, nous devons faire face aux défis qui se posent et les États-Unis et l'Europe doivent travailler ensemble. Et là, c'est une approche fondamentalement différente, puisque Trump des fois demandait aux Européens de le suivre, mais tout en les insultant, ce qui n'avait peu de chances de réussir. Biden, lui, va courtiser l'Europe pour lui plaire et pour obtenir ses faveurs. Autre différence fondamentale, c'est lié d'ailleurs à son attitude par rapport au multilatéralisme, c'est le climat. Pour Trump, le réchauffement climatique n'existait pas, ou en tous les cas, l'Amérique n'avait pas changé d'attitude par rapport à cela. La priorité, c'était la production. Biden, lui, est très sensible au réchauffement climatique, et donc il a là rejoint, d'ailleurs, à la fois les Européens et la Chine. Finalement, la lutte contre le réchauffement climatique est le seul point d'accord entre l'Europe, la Chine et les États-Unis. Pour séduire les Européens, Biden met beaucoup d'efforts, notamment effectivement en annonçant qu'il allait revenir à l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique, chose qui plaît aux Européens. Il fait également l'effort de reprendre les négociations avec l'Iran, alors que les trois pays européens qui étaient signataires des accords dits 5+1, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, y étaient attachés, même le Royaume-Uni. Il fait aussi l'effort de lever les sanctions sur Nord Stream 2, ce gazoduc russe qui doit servir du gaz notamment en Europe et à l'Allemagne. Et là, c'est un geste très significatif à l'égard de l'Allemagne qui voulait terminer le gazoduc Nord Stream 2. Également un effort sur la taxation des multinationales. Il en a besoin pour financer son programme social, son programme aussi sur les infrastructures. Mais pour les pays européens qui, depuis longtemps, veulent taxer les multinationales, notamment digitales, et qui étaient en conflit ouvert avec les États-Unis sur ce point, le fait que Biden, même s'il le fait avant tout pour les États-Unis, mais le fait que Biden accepte le principe d'un impôt au niveau mondial de 15%, eh bien, fait tomber une des oppositions très fortes entre les États-Unis et l'Europe. Et puis, tout récemment, il vient d'annoncer que les États-Unis vont envoyer 500 millions de vaccins pour le reste du monde, dans une centaine de pays. Les Européens, Macron en tête, avaient critiqué l'attitude des Américains qui gardaient les vaccins pour eux, qui vaccinent leur population et qui ne le feraient pas. Là, c'est un argument négatif qui est retiré, puisque Biden a annoncé cet envoi massif de 500 millions de doses de vaccins à l'étranger. Alors, ceci étant, je parlais tout à l'heure du multilatéralisme, les États-Unis restent les États-Unis. Et donc, il y a toujours un petit soupçon d'unilatéralisme.
Il y a eu des écoutes de la NSA qui ont été ressorties. Bon, ça se fait pas trop quand même. Obama avait dit en 2013, non, plus jamais on vous promet, mais ça continue. Il y a le retrait d'Afghanistan, qui est une bonne chose. Mais Biden y a procédé sans consulter et même en avertissant par la suite les alliés européens qui eux aussi ont des troupes en Afghanistan. Et puis, Biden aura du mal, je pense, à revenir sur l'application extraterritoriale de la législation américaine. Alors, peut-être qu'il le fera avec plus de souplesse, plus de doigté, moins de brutalité que Trump, mais rappelons-nous quand même qu'il était vice-président lorsque la BNP a été condamnée à 9 milliards de dollars d'amende ou lorsque Alstom a été démantelé pour être racheté par General Electric. Les Européens sont soulagés de ne plus voir Trump au pouvoir, ils accueillent Biden avec joie et bienveillance, et en même temps on voit dans les enquêtes d'opinion qu'il y a quand même toujours un peu un doute. En Allemagne par exemple, seuls 51% des Allemands disent faire confiance pour leur sécurité aux États-Unis. Et donc il n'y a pas de Biden mania. Il n'y a pas un enthousiasme fou. Biden n'a pas tout à fait réparé les dégâts créés par Trump parce que ceci laisse des traces et que surtout il y a chez beaucoup d'Européens le fait de dire que Trump peut revenir ou qu'un autre Trump peut revenir et que finalement, eh bien, du fait du système électoral américain, du fait du débat au sein des États-Unis, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises et que donc finalement il est bien quand même de peut-être continuer les efforts pour aller vers une plus grande souveraineté européenne. Et surtout, si Biden veut séduire les Européens, c'est pour les enrôler dans ce qui est son grand combat, dans ce qui est sa grande priorité, la lutte contre la Chine. Et on voit que l'OTAN, au sommet de l'OTAN, on va beaucoup parler de la Chine. C'est un peu curieux, parce que la Chine n'est pas dans la zone initiale géographique de l'OTAN, et surtout c'est que la Chine n'est pas une menace militaire pour les pays européens. Est-ce qu'elle est pour les États-Unis? C'est autre chose. Et donc, on voit bien que les Européens sont un peu réticents, parce qu'eux aussi ont des partenariats commerciaux avec la Chine, ils sont un peu réticents de partir, d'être enrôlés, un peu malgré eux, dans cette croisade que les États-Unis veulent lancer contre la Chine, parce que les Européens ont beaucoup de reproches à faire à la Chine sur les droits de l'homme, sur Hong Kong, sur Taïwan, sur les Ouïghours, sur leurs pratiques commerciales. Mais le problème des Européens n'est pas la place de numéro 1 mondial. Et donc là, on va voir comment se passent les choses, mais il y a une volonté chez Biden d'otaniser la relation avec la Chine. Et là, il y a un côté un peu dangereux. Une fois encore, il ne faut pas être naïf avec la Chine, mais il n'est pas certain que cela soit l'objet de l'OTAN. Et il y a effectivement ce danger de vouloir, pour que l'OTAN continue de prospérer, d'exister, de lui confier de plus en plus de missions. Et donc là, on va voir ce que sont les débats sur la Chine à l'OTAN, mais on voit bien que le secrétaire général de l'OTAN, que les Américains poussent de plus en plus et que la Chine commence un peu à effacer l'ex-Union soviétique des tablettes, des discussions au sein de l'OTAN. La Russie reste toujours, bien sûr, un facteur de préoccupation et Biden, contrairement à Trump, aura certainement un langage beaucoup plus vigoureux à l'égard de Poutine. Il a d'ailleurs traité de tueur. Trump était amical avec Poutine, pourtant les États-Unis, durant son mandat, ont pris des sanctions contre la Russie. Donc ça n'a pas changé la nature de la relation entre les États-Unis et la Russie, mais Biden sera plus ferme dans les principes. Mais en tous les cas, on pousse un peu la Russie dans les bras de la Chine, ce qui est peut-être un petit peu problématique. Il faut faire attention aux prophéties autoréalisatrices. À force de désigner la Chine comme un ennemi, elle risque de le devenir réellement. C'est un pays avec lequel on peut avoir des problèmes, mais ce n'est pas un ennemi. C'est parfois un partenaire, parfois un rival, donc ce n'est pas un ennemi. Et à force de vouloir que l'OTAN continue à survivre, à grossir et à se faire des ennemis, il y a un côté un peu dangereux de cela. Arbatov, l'un des conseillers de Gorbatchev, avait dit en 87 au pays de l'OTAN, on va vous rendre le pire des services, on va vous priver d'un ennemi, il ne faudrait pas vouloir à tout prix en recréer un.